Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le circuit RL. Donc dans le circuit RL, nous avons ici le nouveau composant qui sera la bobine. Alors la bobine, c'est un enroulement de fil, on appelle ça aussi un solénoïde. Donc il va avoir quelques particularités que je vais vous présenter très rapidement ici. Le but n'est pas de rentrer dans la physique d'un solénoïde, mais avec quelques éléments de physique, de comprendre ce qui se passe dans un circuit dans lequel il y a une bobine. Alors, une bobine, comme je vous l'ai dit, c'est un enroulement de fil, donc je vais le redessiner ici. Donc un enroulement de fil, ça veut dire qu'en fait j'ai ce qu'on appelle plusieurs spires, donc là je peux avoir n spires, donc n étant le nombre de spires constituant la bobine, et puis je vais aussi avoir un facteur important qui va être la section des fils. Alors tout ça, ça va jouer sur la propriété de la bobine. Alors si j'alimente cette bobine, donc avec une source de tension, je vais avoir un courant I de T qui va traverser cette bobine, et du coup, lorsque cette bobine est traversée par un courant I, il va y avoir apparition d'un champ magnétique B. Ce champ magnétique B, d'après les lois de modération de Lenz, va créer un courant induit. Alors ce courant induit, là pour des raisons de clarté, je vais le mettre ici. Donc je vais avoir un courant induit qui va s'opposer au courant qui lui a donné naissance. C'est ça la loi de modération de Lenz, c'est en fait, je vais avoir ici un phénomène qui va s'opposer aux causes qui lui donnent naissance. Et ce courant induit va être responsable du ralentissement ou du retard à l'établissement du courant dans le circuit. Alors, il y a une formule en fait qui est la formule du flux que je vais écrire ici, mais qui ne nous servira pas pour l'étude de ce circuit. Mais en fait, la FEM induite, que je vais appeler E induit comme ceci, c'est égal à moins dφ sur dt. Et le flux, donc, qui est une grandeur ici caractéristique de la bobine, c'est égal à Li, avec L qui est l'inductance de la bobine, donc L dépend en fait du nombre de spires, de la section du fil, aussi de la section de la bobine. Voilà, donc c'est quelque chose dans lequel je ne rentre pas dans les détails ici, mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est que avec ces deux propriétés, j'arrive à une FM induite qui est égale à moins L dI sur dt. D'accord? Donc ce qui est intéressant de voir ici, alors au signe moins près, on arrive à ce qui est la grandeur qui est importante pour une bobine, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur elle pour établir notre équation différentielle. C'est-à-dire que maintenant, si je me mets en convention récepteur, en fait, ben ça veut dire que cette fois-ci, je vais enlever le signe moins, parce que comme je suis en convention récepteur ici, je ne fournis pas de tension au circuit, d'accord? Donc du coup, ça enlève ce signe, et je vais me retrouver du coup avec la tension au bord de la bobine, si on la considère comme un récepteur, ça va être égal à L dI sur dt, avec L qui est l'inductance de la bobine, I qui est ici le courant qui va traverser la maille, et puis UL qui est donc la tension en convention récepteur aux bornes de la bobine. D'accord? Alors, je ne voudrais pas en perdre certains dans cette explication. Donc là, ça, c'est juste pour expliquer d'un point de vue physique pourquoi on parle de retard à l'établissement du courant lorsqu'on a une bobine dans un circuit. C'est parce qu'il va y avoir apparition d'un champ magnétique qui va lui-même créer un courant qui va s'opposer au courant de départ. D'accord? Donc c'est ce qui explique pourquoi le courant I met du temps à augmenter. D'accord? Donc ça, c'est l'explication physique. Et puis de ces deux formules-là ici, on voit que la FEM induite, que j'ai appelée E induit ici, c'est égal à moins L dI sur dt, mais il y a ce signe moins ici que l'on n'a pas dans la formule de départ. Alors, l'explication de la disparition de ce signe moins, c'est justement que l'on se place en convention récepteur, et que cette fois-ci, on ne traite plus la bobine comme si c'était une source de tension, mais comme si c'était quelque chose qui allait recevoir justement une tension, d'où la disparition du signe moins. En conclusion, ce qu'il faut retenir dans cette première partie, c'est que du coup, la bobine, c'est un composant avec un certain nombre de spires, c'est un solénoïde, qui va créer un champ magnétique, qui va créer un courant qui s'oppose au courant de départ, et il apparaît une tension aux bornes de la bobine, dont la formule est donnée ici. Et ça va être notre outil indispensable pour justement poser notre équation différentielle. Donc ce qu'il faut bien retenir ici, c'est lorsque vous avez ce circuit RL à étudier, la première chose à souvenir, c'est UL égale LDI sur dt. On va maintenant passer à l'étude de cette maille.
Alors nous allons maintenant commencer l'étude de la maille et l'établissement de l'équation différentielle. Donc je rappelle ici, j'ai une source de tension continue grand E qui va alimenter d'un circuit dans lequel j'ai une résistance ici UR et enfin une bobine avec une tension UL. D'accord? Je rappelle la formule super importante ici, c'est que UL c'est égal à L dI sur dt avec le courant I qui est celui traversant la maille provenant en fait de notre source de tension E qui est ici. Donc ça c'est le premier truc à avoir. Le deuxième truc que je vais rajouter ici, c'est en fait on va être dans le cas d'une bobine idéale. Alors qu'est-ce qu'une bobine idéale? Donc une bobine idéale, en fait, déjà on voit qu'en fait finalement une bobine, je l'ai dit précédemment, c'est un enroulement de fil. D'accord? Donc un enroulement de fil, c'est quelque chose qui présente déjà un certain volume, une certaine longueur de fil, etc. Et on sait que n'importe quel conducteur électrique a une résistance ohmique. D'accord? Donc pour une bobine idéale, en fait, la tension aux bornes de la bobine, c'est simplement égal à LDI sur dt. Si j'avais une bobine réelle, d'accord, j'aurais en fait le symbole de l'inductance plus une résistance interne petit r. D'accord? Et ça serait en fait la tension aux bornes de la bobine. Donc j'aurais U, je l'appelais L réel comme ça, qui est égal à UL plus UR avec R qui est la résistance interne. D'accord? Dans certains cas, on ne peut pas négliger la résistance interne du conducteur, simplement parce que le solénoïde est trop gros, ou les précisions de les résultats que l'on veut demandent une grande précision, et on doit prendre en compte tous les éléments de notre circuit. D'accord? Donc, et dans ce cas-là, j'ai la tension aux bornes de la bobine réelle, c'est la tension aux bornes de la bobine idéale, donc LDI sur dt, plus petit r. D'accord? Donc ici, nous, la méthodologie restera la même. Si j'avais une résistance interne, elle viendrait se rajouter en série dans le circuit, donc ça ne changerait absolument rien à la méthodologie. C'est pour ça que je ne m'attarde pas ici sur la bobine réelle et je vais me concentrer sur la bobine idéale. Bon, maintenant, on va s'occuper d'appliquer la loi des mailles. Nous allons maintenant appliquer la loi des mailles au niveau de ce circuit. Donc c'est une maille simple, donc rien de difficile. On a donc ici un générateur et deux récepteurs. Donc j'ai ici la tension aux bornes du générateur qui va être égale à la somme des tensions aux bornes des récepteurs, c'est-à-dire ici UR plus UL. Alors pour des raisons de confort ici, je vais retourner l'équation. Je vais donc avoir UR plus UL qui est égal à grand E. Alors ici, UR c'est égal à RI, UL c'est égal à L dI sur dt. Donc c'est là qu'intervient cette fameuse formule. Et tout ça ici c'est égal à grand E. D'accord? Donc à partir de là, je vais reformater un peu cette équation. Donc je vais simplement déjà réordonner les éléments. Donc la dérivée première, je vais la mettre en premier dans l'équation. Vous allez voir pourquoi. Là, je vais avoir RI qui est égal à grand E. Je vais ensuite tout diviser par L. Alors si je divise tout par L ici, je vais donc avoir du dI sur dt plus R sur LI qui est égal à grand E sur L. Alors en faisant ça, en fait, ça me permet de me rapprocher d'un format d'équation différentielle pour lequel je connais les solutions. Donc je fais le rappel ici. Donc là, déjà, je vais réécrire l'équation différentielle que je viens d'obtenir. Et en fait, ça c'est de la forme y' plus AY qui est égal à B. Donc c'est une équation différentielle du premier ordre avec second membre, ici un second membre constant. Et les solutions de cette équation différentielle, c'est de la forme y de t. Donc je vais avoir une solution homogène, que je vais appeler comme ça YH de t, et une solution particulière YP de t. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce calcul ici, soit vous allez regarder ma vidéo sur les circuits RC, où je détaille un petit peu plus cette résolution, soit vous reprenez un peu ce que vous connaissez sur la résolution d'équations différentielles du premier ordre. Ok? Donc là, je vais rappeler directement
les solutions homogènes. Donc les solutions homogènes, ce sont toutes les solutions de l'équation sans second membre, c'est-à-dire qu'en fait ici, je mets égal à 0. Donc je vais avoir ici les solutions qui vont être de la forme lambda exponentielle de moins at. Alors ici, ma variable, c'est pas x, hein, c'est t, puisque j'étudie tout en fonction du temps, et que mes grandeurs dépendent du temps ici. Et ensuite, les solutions particulières. Alors c'est assez facile parce que lorsque le second membre est une constante, la solution est une constante. D'accord? Vous voyez ici, si par exemple j'essaye comme solution, posons par exemple y égale à b, si y égale à b, le y' vaut 0, d'accord? Et à partir de là, je me retrouvais avec quelque chose qui est une constante, mais pas exactement à cause du coefficient a. D'accord? Donc si je veux pouvoir retrouver la même formule, je prends une constante qui est égale à b sur a. Si je prends b sur a, y' vaut 0, là je vais avoir a fois b sur a qui va être égal à b, c'est bon. Donc ici, je vais avoir yp de t qui va être égal à b sur a. Voilà donc en fait mes deux solutions, donc je vais les garder sur le circuit ici, puisque je vais m'en servir pour résoudre ici cette équation différentielle et trouver dans un premier temps les solutions de cette équation différentielle. Ensuite, on parlera des conditions initiales pour trouver la solution propre à notre circuit. Alors, on va procéder à la résolution de l'équation différentielle. Donc ici, je le répète, c'est de la forme y' plus ay qui est égal à b. Je vais donc avoir une solution homogène que je vais appeler ici IH de t, qui est égale à lambda exponentielle de moins at. Alors le a, c'est r sur l, donc je vais avoir exponentielle de moins r sur l t. Ensuite, une solution particulière que je vais noter comme ceci, qui est égale à b sur a. Alors b, c'est ce terme ici. Alors je vais peut-être les rajouter pour pas que vous vous perdiez dedans. Donc ce que j'ai là, ça, c'est le b. Ce que j'ai ici, c'est le a. Et on voit que si je fais b sur a ici, j'arrive à quelque chose qui est égal à e sur r. Très bien. E sur r, d'après la loi d'Ohm, c'est bien homogène du courant. Donc là, tout va bien. Tout est cohérent. Et je vais donc avoir les solutions de l'expression du courant traversant la maille de t, qui est égale à lambda exponentielle de moins r sur lt plus e sur r. Voilà. Donc ça, ce sont les solutions, mais le lambda est une constante qui peut valoir n'importe quoi, ça va dépendre des conditions initiales. Donc on va s'en charger maintenant, on va réfléchir à ce que vaut le courant dans le circuit à t égale 0, et ensuite on va pouvoir déterminer notre expression finale du courant dans le circuit. On va donc déterminer cette constante lambda. J'ai repris mes solutions. Je me posais la question, à t égale 0, quelle est la valeur du courant dans le circuit? Donc, à t égale 0 secondes, en fait, qu'est-ce qui se passe? Finalement, je vais la rajouter ici. C'est comme si j'avais un interrupteur ouvert que j'allais refermer. Donc, au moment où je ferme l'interrupteur, le circuit, juste avant la fermeture de l'interrupteur, le circuit était encore ouvert. Si le circuit était ouvert, il n'y avait absolument aucun courant à circuler dans la maille. D'accord? Donc ça veut dire qu'à t égale 0, j'ai I0 qui est égal à 0 ampère. Donc je vais remplacer ça dans mon équation ici. Je vais donc avoir I0, c'est égal à lambda exponentielle de 0 qui vaut 1 plus E sur R. Voilà. Donc je vais avoir lambda plus E sur R qui est égal à 0. Donc lambda égale moins E sur R. J'ai donc déterminé la constante lambda.
Donc à partir de là, je vais avoir mon expression de I de t qui va être définitive. Donc je vais avoir du moins E sur R exponentielle de moins R sur L t plus E sur R. Je vais factoriser. Je vais donc avoir du E sur R, facteur de 1, moins exponentielle de moins R sur L t. Voilà. Donc là, j'ai l'expression finale du courant dans la maille. Maintenant que nous avons la formule de l'expression du courant dans le circuit, ce qui va nous intéresser, c'est lui faire dire des choses. D'accord? Donc pour lui faire dire des choses, on va faire son analyse de fonction. Donc ça va être assez simple ici. On va déjà vérifier qu'elle est correcte, c'est-à-dire qu'on va se placer à t égale 0. Donc si je me place à t égale 0, j'ai I de 0, c'est égal à E sur R, facteur de 1 moins 1, puisque E de 0 ça fait 1, je ne le réécris pas ici. Donc je suis bien à 0 ampère. Donc là, ça va très bien. Maintenant, on va regarder ce qui se passe pour un temps très grand. Donc je vais faire la limite de I de t pour t qui tend vers plus infini. Alors cette limite ici, ça va être égal à la limite de mon expression pour t qui tend vers plus infini. Alors, je le dissocie ici, limite de moins exponentielle de moins R sur LT pour t qui tend vers plus infini. C'est facile, exponentielle de moins l'infini c'est 0. Voilà, donc je me retrouve avec 0 ici. Et de là, je vais avoir la limite de I de t pour t qui tend vers plus l'infini, qui est égale à E sur R. D'accord? Donc ça veut dire en fait que ici, je vais avoir une asymptote horizontale. En E sur R. Bon, maintenant, il faut que je connaisse les variations. Donc là, c'est pareil, c'est assez simple. Donc je vais me retrouver avec exponentielle de moins R sur LT, c'est une fonction qui est décroissante, mais avec le moins qui est devant, ça devient une fonction qui est croissante. Si je rajoute un nombre positif, c'est croissant. Si je multiplie par un coefficient positif, c'est croissant. Je vais donc avoir une fonction qui va être croissante, ici sur mon intervalle de définition, c'est-à-dire de 0 à plus infini. Donc là, je vais pouvoir tracer ma courbe, et je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ça, donc très similaire en allure à la charge d'un condensateur, sauf que ici, c'est pour le courant qui traverse une bobine. Donc on voit en fait que finalement ici, le courant va mettre un certain temps au moment de la fermeture de l'interrupteur. Le courant ne va pas s'établir tout de suite. D'accord? À cause de la bobine, je vais mettre un certain temps à attendre le régime permanent ici qui est E sur R. Ok? Donc, comme pour le condensateur, on va pouvoir mettre en évidence ici une constante, qui est la constante de temps. D'accord? Ici qu'on n'a pas encore nommée, mais qui est le R sur L ici. D'accord? Donc, je vais l'écrire ici, j'ai la constante de temps taux, c'est égal ici à L sur R, d'accord? Et R représente en fait ici le moment où je vais atteindre en fait 63% du courant, d'accord? Donc lorsque je suis ici à taux égale L sur R, je suis à 63% de E sur R. D'accord? Et globalement, un autre point de repère, on considère que lorsque l'on est arrivé à... Alors là, je ne suis pas à l'échelle, hein, mais lorsque l'on est à 5 taux, on est en régime permanent. D'accord? Donc là, vous pouvez le retrouver facilement, parce que si vous remplacez taux T par L sur R ici, vous allez avoir exponentielle de moins 1, d'accord, qui vaut en fait ici environ 0,37. Et puis à partir de là, vous allez pouvoir faire votre calcul et retrouver le 63% de V. D'accord? Donc voilà, donc si on veut faire dire quelque chose à cette équation, on voit que le courant évolue de manière progressive en fonction du temps jusqu'à atteindre le régime permanent E sur R. Alors, on l'a vu, si je reprends ce que j'ai dit au départ, lorsque la bobine est traversée par un courant, et que ce courant varie dans le temps, ça c'est important, je vais donc avoir une FM induite aux bornes de la bobine qui va s'opposer au courant qui lui donne naissance. D'accord? Donc du coup, j'ai un retard à l'établissement du courant. Mais lorsque j'ai atteint le régime permanent, il n'y a plus d'évolution du courant dans le temps, je n'ai donc plus de FM induite aux bornes de la bobine, la tension aux bornes de la bobine est nulle. D'accord? Voilà. Donc si la tension aux bornes de la bobine est nulle,
dans ce cas-là, j'aurai en régime permanent UL qui est égal à 0. C'est ce qu'on va voir maintenant, puisqu'on va étudier l'expression de UL. Donc, si on veut l'expression de UL, rien de plus simple, la méthode c'est toujours la même. On connaît l'expression de I de T. On sait en plus que UL c'est égal à L DI sur DT. Donc là, vous voyez, en fait, cette formule-là, c'est vraiment le point de départ de votre étude de circuit RL. Si vous connaissez ça et l'application de la loi d'émail, tout le reste va se dérouler ensuite très facilement. D'accord? Ça reste calculatoire, certes, mais c'est qu'une question de méthode de calcul. Donc finalement, UL, c'est L fois la dérivée de ça. Donc alors, déjà, on va commencer par poser notre dérivée ici. Donc je vais avoir UL qui va être égal à L D sur DT de E sur R. Alors, pour que ça soit facile pour tout le monde, là je vais développer. D'accord? Donc E sur R moins E sur R exponentielle de moins R sur L T. D'accord? Donc si je dérive ça ici, donc là j'ai UL, dériver une constante ça fait 0. D'accord? Ensuite, je vais donc avoir L, je vais avoir ici fois moins E sur R. Et ensuite, je vais avoir la dérivée de exponentielle de moins R sur LT. Et je vais le rappeler ici, ça ne coûte rien, c'est que la dérivée de exponentielle AT, c'est A exponentielle AT. D'accord? Donc ici, le A, c'est le moins R sur L. Donc là, vous voyez ici, ça, c'est le A. Donc je vais me retrouver ici avec quelque chose qui va être de la forme. Donc, hop, mon crayon noir. Donc, moins R sur L, exponentielle de moins R sur L T. Alors là, on va avoir des petites simplifications, d'accord, qui vont être rassurantes, hein, vous allez voir. Les L se simplifient, les R se simplifient, les signes moins disparaissent. Et finalement, je me retrouve avec une tension UL qui est égale à E, exponentielle de moins R sur L T. D'accord, donc j'ai l'expression de UL en fonction du temps ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? D'accord? Donc maintenant, je veux faire dire quelque chose de cette équation. Ça va être la même chose. Donc déjà, je vois que UL de t, c'est une fonction qui est décroissante. À t égale 0, UL de t, c'est égal à grand E. Donc ça veut dire que là, je démarre à grand E. Pour t qui tend vers l'infini, ce terme-là va tendre vers 0. Donc je vais avoir la tension au bord de la bobine qui va bien décroître. Pour s'annuler. D'accord? Et on voit, on retrouve ici la constante de tantôt, donc c'est-à-dire que ici je pourrais dire que c'est du E exponentielle de moins t sur taux. D'accord? Et lorsque je suis à t égale à taux, ben en fait je suis à 37% de E ici. D'accord? Donc là c'est pareil, je vais faire une prolongation. Donc là, lorsque je suis à t égale taux, là je suis à 63% de E sur R. Et ici, je suis à 37% de E. Voilà. Et on voit bien là, par rapport à ce qu'on avait dit sur l'approche physique de notre circuit, c'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure que le courant augmente et qu'il atteint un régime permanent, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque le courant ne varie plus dans le temps, je n'ai plus de FEM induite au bord de la bobine. Et si je n'ai plus de FEM induite au bord de la bobine, bah, ça veut dire que la tension au bord de la bobine est nulle et elle se comporte comme un fil. Donc en régime permanent, la bobine se comporte comme un fil. Voilà. Donc là, on a vu dans cette vidéo comment pouvoir établir l'équation différentielle au bord d'une bobine, trouver l'expression du courant, et ensuite trouver l'expression de U et être capable de tracer les courbes d'évolution dans le temps du courant et de la tension au bord de la bobine.